comme vous l'avez vu tantôt, parce qu'elle a pu serrer la main pratiquement, je ne sais pas, tout le monde dans la salle. Elle a fait le tour de la salle depuis qu'elle est là. Juste le côté droit. OK, on ira au côté gauche après la déclaration tout à l'heure. Parce que la ministre Marjorie Michel est parmi nous et nous sommes très heureux de l'accueillir, qui est revenu avec d'autres enseignants et d'autres personnels administratifs de cette université. Et nous voulons également dire merci à la députée de Terrebonne, Tatiana Auguste, qui est parmi nous également aujourd'hui. Évidemment, tous ceux qui entourent, tous ceux qui accompagnent Madame la ministre parmi nous cet après-midi. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au point culminant de notre journée de travail, à savoir justement la présentation de cette déclaration d'Ottawa. I would not have the good words to do that because I think I should introduce Jude Cénat for the reading of for the proclamation of the Declaration of Ottawa. He should be somewhere. Jude Marie Cénat. Je le cherche. Il est là. Alors, le temps qu'ils prennent juste un verre d'eau. Pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis ce matin, évidemment, vous le connaissez très bien, c'est le directeur du Centre interdisciplinaire de la santé, pour la santé des Noirs. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Before I start, I want to tell you, you can take your phone, scan and sign the Ottawa Declaration for Black Health. It is now online. Madame Madame la ministre de la Santé, honorable Marjorie Michel, Madame la députée de Terrebonne, Madame Tatiana Auguste, Monsieur le vice-président de l'Agence de la santé publique du Canada, Monsieur Michael Collins, Dr Marie-Ève Sylvestre, rectrice de l'Université d'Ottawa, Dr Martine Lagacé, vice-présidente associée à la recherche et à l'innovation, Monsieur Rawson King, conseiller de la ville d'Ottawa, premier conseiller noir de la ville d'Ottawa. Give him a round of applause, please. Directeur et directrice scientifique des instituts de recherche en santé du Canada. Je pense que j'en ai vu deux, mais ils vont tous être là tantôt. Ils sont en route. Monsieur et dames les vice-présidents, vice-présidentes, doyens, vice-doyens et vice-doyens des différentes facultés de l'Université d'Ottawa, distingués invités en vos grades et rangs. Ladies and gentlemen, Mrs. Dawson, a 37-year-old Black woman, was giving birth to her first child in Ottawa, in an Ottawa hospital. She had dreamed for years of becoming a mother. She told me in an interview, I always dreamed of being a mother of at least 3 children. But labor was not going as planned. She suffered a lot, bled heavily, and struggled to breathe. Mrs. Dawson, who had always said she did not want an epidural, called the nurse who was supposed to be caring for her and asked for one. The nurse replied, Madame, I will not wake the anesthetist. There has never been a delivery without pain. Instead of support, Mrs. Dawson and her husband heard the nurse laughing in the corridor as she said to another nurse, she's just as lazy as all these modern Black women. Minutes later, Mrs. Dawson fainted. An emergency C-section was performed. When she woke, she was happy holding her baby boy, but she learned she had undergone a tubal ligation without her consent. The staff had assumed she was having her third child, and decided she will not want anymore. Even her husband, anxiously waiting outside the operating room, had not been consulted. This is not an isolated story. Just weeks ago, Senator Amina Gerba shared in the Senate of Canada her story as a woman sterilized without her consent.
Black women across all social categories face real and systemic inequities, and the only reason is because they are Black. Research from the Interdisciplinary Center for Black Health confirms this deeply troubling truth. 53.1% of Black people in Canada report experiencing major racial discrimination in hospitals and health services. Every single day, Black people across the country confront inequities, indignities, poor quality care, life-altering health injustices. These are not anecdotes. These are not statistics. These are patterns. These are Black people's lives. Racial discrimination affects Black bodies, Black spirits, Black hearts, and Black brains. And these are the stories that demand our courage, our honesty, and more importantly, our actions, because change cannot wait. Pendant longtemps, les communautés noires ont porté un fardeau invisible. L'injustice sociale, la discrimination raciale, l'accès limité aux soins, le stress chronique qui marque le corps et le cerveau. Trop longtemps, leurs réalités ont été observées avec indifférence. La déclaration d'Ottawa est née pour mettre fin à cette invisibilité. Fruit de consultations étendues, plus de 3000 organismes consultés pour la rédaction, 10 426 personnes qui ont répondu et ont donné leur avis, 101 mémoires reçues d'organismes, d'associations communautaires, d'hôpitaux à travers le Canada. La déclaration d'Ottawa reflète diversité, force et résilience. Une diversité qui rend nos communautés plus fortes pour se réunir et faire bouger les choses. Une résilience profonde, forgée par l'histoire et portée par les communautés, qui nous pousse à exiger des changements réels, concrets, transformationnels. Parce que lorsque les communautés noires sont en santé, c'est tout le Canada qui est en santé. La pandémie de la COVID-19 nous l'a rappelé avec force. La santé publique est l'affaire de tous. Dans un monde de plus en plus fragile, la santé ne peut plus être pensée comme une responsabilité individuelle, c'est un enjeu profondément collectif. The Ottawa Declaration on Black Health contains 10 clear observations, rigorous findings that expose clearly and without compromise the persistent inequities, the systematic barriers, and the documented injustices that compromise the health, the lives, and the flourishing of Black people in Canada. But it goes further. It does not simply describe, it commits. It transforms diagnosis into action. Alongside these observations stand 24 commitments, concrete, ambitious commitments, I agree, grounded in data and in a moral imperative. Build a health system where inequity is not a slogan, but a reality. Where being Black is no more a determinant of health. Commitments addressed to all, to federal and provincial governments, to health institutions, to research funding agencies, to regulatory bodies, to universities and colleges, but also to civil society. Because if the problem is systemic, the response must be systemic as well. This is why today we issue a clear call to all decision makers, all institutions. The time for observation is over. The time for action has come. Not tomorrow, not in 5 years, but now. This is why, as part of this major national roundtable on Black health, in which we are discussing the need to establish a national vision for Black communities' health and to build a healthier future for the coming decade, we saw the need to proclaim the Ottawa Declaration on Black Health. Observation 1, unfavorable social determinants.
Unfavorable social determinants such as economic insecurity, systemic discrimination for unemployment, and education continue to exacerbate health inequities for Black Canadians. Food insecurity amongst Black adults is at a higher rate than in the general population. Housing insecurity is also disproportionately experienced, forcing Black Canadians to live in insalubrious, overcrowded, inadequate housing or insecure neighborhoods. Daily experiences of discrimination and racism, along with intergenerational traumatic legacy of colonization, marginalization, and discrimination, create additional vulnerabilities that erode both physical and mental health. Black populations also face precarious access to active care, health services, including ethno-specific care, and preventative services, despite being at higher risk for chronic conditions such as diabetes, hypertension, and chronic conditions such as cardiovascular disease. These health inequities intersect with broader systemic disadvantages, including the overreporting of Black children to Children Protective Services, the overrepresentation of Black Canadians in prisons, in child welfare services, foster care, psychiatric hospitals, and interactions with police services. Observation number 2, poorer physical health. Research and community evidence show that Black Canadians face systemic inequities that directly harm their health. Black males, for example, experience higher death rates from HIV/AIDS, prostate cancer, diabetes, cerebrovascular disease, despite overall mortality appearing lower. These disparities reflect health injustice. They reflect structural racism, unequal access to health care, and broader social inequities resulting in preventable illnesses and premature death. Observation number 3, poorer mental health. Recent studies reveal higher rates of depression, anxiety, post-traumatic stress symptoms, substance use, suicidal ideations amongst Black communities in Canada. In Ontario, people of Caribbean, East African, West African origin face 60% increase in psychosis compared to the general population. Constat 7. Obstacles systémiques à l'accès et à la qualité des soins. Les adultes noirs âgés font face à des obstacles systémiques à l'accès à des soins de qualité, tels que le manque de services précoces, d'importantes barrières socio-économiques, ainsi qu'une offre insuffisante de services culturellement compétents. Ces difficultés sont amplifiées par la discrimination, la méfiance envers le système de santé, autant de facteurs qui contribuent à un accès réduit aux soins et à des expériences de santé moins favorables pour les aînés noirs. Constat numéro 8. La connexion cerveau-cœur crée une charge allostatique plus importante chez les personnes noires. Les recherches mettent en évidence la manière dont les systèmes sociaux et biologiques s'entrecroisent pour façonner la santé. Pour les personnes noires au Canada, l'exposition chronique au racisme, à la discrimination et aux inégalités socio-économiques déclenche des réponses neuro-endocriniennes et cardiovasculaires soutenues. L'activation persistante de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et du système nerveux sympathique augmente la charge allostatique, contribuant à la fois à des troubles de santé, par exemple dépression, anxiété, et à des maladies cardiovasculaires, hypertension, athérosclérose. Ce stress prolongé crée une boucle de rétroaction entre le cerveau et le cœur, où la détresse psychologique et la tension physiologique se renforcent mutuellement. Comprendre ce lien cerveau-cœur à travers une approche antiraciste et axée sur l'équité est essentiel pour analyser la manière dont le racisme systémique s'incarne biologiquement et alimente les disparités en matière de santé tout au long de la vie. Constat numéro 9.
les disparités raciales en santé, un fardeau économique important pour les communautés noires et un manque à gagner pour le Canada. Les effets cumulatifs du racisme, de la discrimination et des inégalités sociales sur la santé des personnes noires au Canada dépassent la souffrance individuelle. Ils entraînent un fardeau économique important ainsi qu'une perte économique, à la fois pour les communautés noires et pour tout le pays. Les maladies chroniques, les problèmes de santé mentale et l'accès limité aux soins préventifs contribuent à la perte de productivité, à l'augmentation des coûts de santé et à la mortalité prématurée au sein des communautés noires. Ces inégalités se traduisent par une double perte, une diminution de la sécurité économique et de la mobilité sociale pour les personnes noires, ainsi qu'une perte mesurable de capital humain pour l'économie canadienne dans son ensemble. S'attarder aux obstacles systémiques à l'équité en santé constitue donc non seulement un impératif moral et de santé publique, mais également une nécessité économique pour assurer un avenir durable et inclusif. The commitments. Recognizing the impacts of these observations and the physical, mental, social, and economic burdens they impose on Black communities as well as our entire society, the Interdisciplinary Center for Black Health, in consultation with Black communities, calls on federal, provincial, and territorial governments to commit to Commitment 1, develop strategic plans aimed at eliminating racial health disparities. Each provincial, territorial, as well as the federal government must commit to developing, adopting, and implementing a strategic plan capable of eradicating health inequities within Black communities. These plans must be designed, led, and validated in close and direct collaboration with Black communities, including researchers, leaders, health professionals, associations, and community-based organizations. They must be adopted by respective legislatures, transparently budgeted, and supported by a clear, ambitious, and enforceable timelines. The Ontario Black Health Plan, a Black Health Plan for Ontario, a call for action to reduce disparities across equity in Ontario, developed by various Black-led organizations, including the Black Physicians Association of Ontario, the Black Health Alliance, in collaboration with Ontario Health, provides a coherent example of what could be achieved, provided that such initiatives are fully funded and fully endorsed by the provincial legislature. Commitment number 2, official recognition of racism as a determinant of health. The federal government and provincial and territorial legislatures must officially recognize racism and racial discrimination as fundamental determinants of health. This recognition must be embedded in all health equity frameworks, policies, and strategies across Canada. Without this acknowledgement, efforts to address health inequities will continue to fall short. Federal and provincial anti-racism laws should explicitly recognize racism as a determinant of health to ensure that these legal frameworks support and reinforce health equity objectives. Commitment number 3, zero tolerance, zero tolerance for anti-Black racism in healthcare. Ministries of health, in partnership with professional colleges and associations, must adopt and enforce a national zero tolerance policy for racism and discrimination in healthcare. You can clap for that one. This includes the creation of transparent reporting systems, disciplinary measures, and independent oversight to ensure accountability. Disciplinary committees comprised of majority Black members should provide over these cases of reported anti-Black racism. Reports of anti-Black racism should be forwarded to human rights tribunals, Ombudsperson's office, professional regulatory bodies to ensure the appropriate follow-up and legal oversight. Healthcare institutions must also be equipped to address racist acts perpetrated by patients against Black healthcare professionals, holding both institutions and managers accountable for maintaining safe and equitable working environments. Given the profound and well-documented effects of anti-Black racism in other areas of society, including policing, justice, housing, education, and the physical and mental health of Black individuals, the zero tolerance policy on racism must be urgently extended beyond the healthcare system
to encompass all sectors that shape the social determinants of health of Black people in Canada. Engagement 16. Promouvoir la santé globale des enfants noirs. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux doivent s'engager à promouvoir la santé physique, mentale et sociale des enfants noirs en soutenant des programmes répondant à leurs besoins réels et intégrant les membres de leur famille. Ces programmes doivent offrir un accès équitable à des soins pédiatriques, culturellement sécuritaires, où les enfants noirs et leurs familles sont compris, respectés et valorisés. Cela implique de financer la formation et le recrutement de professionnels noirs de la santé, de renforcer les services communautaires adaptés aux familles noires et d'assurer que la recherche sur la santé des enfants intègre les réalités culturelles, sociales et structurelles propres aux familles et communautés noires. Garantir aux enfants noirs des environnements de soins exempts de racisme et nourris par la confiance est essentiel pour briser le cycle des inégalités, favoriser un développement sain et bâtir les bases d'une véritable équité en santé dès la petite enfance. Engagement 17. Programme de santé mentale accessible. Les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent établir des programmes et des subventions afin d'éliminer les barrières financières à l'accès aux soins de santé mentale. Chaque personne noire au Canada doit avoir accès à des services de santé mentale abordables et de haute qualité sans crainte de difficultés financières. Cela inclut un financement accru des organismes de santé communautaire à but non lucratif dirigés par et ou servant les personnes noires. Il est également essentiel de soutenir la sensibilisation pour réduire la stigmatisation et encourager davantage de personnes noires à utiliser ces services. Ces mesures permettront de garantir que tous les Canadiens noirs puissent accéder à des soins de santé mentale adaptés à leurs besoins. Engagement 20. Élaboration d'une stratégie nationale sur la drépanocytose en accord avec le projet de loi S-201. Les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent financer des centres de soins complets à travers le pays, offrant des services culturellement compétents et informés par les communautés pour les personnes vivant avec la drépanocytose au Canada. Ces services doivent reposer sur la compétence culturelle, être dispensés par des professionnels de la santé de confiance formés à la prise en charge de la douleur liée à la drépanocytose et offerts dans des espaces sûrs et valorisants. Les universités, collèges et organismes de réglementation professionnelle doivent prioriser la formation des prestataires de soins afin de répondre aux besoins uniques des personnes atteintes de drépanocytose. Les gouvernements doivent reconnaître l'éventail des handicaps associés à la drépanocytose et veiller à ce que les personnes touchées aient accès au soutien et aux ressources nécessaires pour faire face à ces impacts et mener une vie épanouie. Cela inclut également le financement de la recherche visant à améliorer les traitements, les soins et la guérison. Les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent également financer les cliniques spécialisées en drépanocytose à travers le pays, offrant des soins complets, culturellement compétents et centrés sur la communauté afin de répondre aux besoins uniques des personnes vivant avec cette maladie et de soutenir la formation, la recherche et la reconnaissance de l'handicap. Finalement, les établissements de formation devraient inclure des cours spécifiques à cette pathologie afin de mieux préparer les futurs professionnels de la santé, médecins, infirmiers, à sa prise en charge. Thank you. A last person. Commitment 22, reproductive health equity for Black women. Canada must improve reproductive health equity to ensure Black women and their newborns receive care that is safe, respectful, and free of racial bias. Policymakers and healthcare institutions must address the dual oppressions of anti-Black racism and misogyny that shape all interactions Black women face within the healthcare system. Hospitals must maintain race-based data on birth outcomes and publicly report on Black infant mortality. Thank you. I want to say that the Ottawa Declaration on Black Health is not just a document. It is a collective commitment. And I'm happy to see Senator Baily, who is the first person we talk about this event, Dr. Meiji,
who is an important supporter for the center and who put together the bill Biba, Mrs. Biba Tinga talked about. And what we have to understand is the fact that the Ottawa Declaration is an act of responsibility, a call for health justice. Ladies and gentlemen, as I said this morning, our children are watching, our communities are open, the country is observing. So let us promise to build a Canada where the Black of health people is protected, respected, and fully recognized as a fundamental right. Let's proclaim the Ottawa Declaration on Black Health, because our communities matter, our health matters, and together we are the solutions. Thank you. Thank you. Thank you, and let me introduce Mr. Michael Collins, Vice President of the Public Health Agency of Canada, and he will have also the charge to introduce the Minister of Health, and I know you are also there to hear from the Minister of Health and what she has to say about this Ottawa Declaration, because yes, ladies and gentlemen, our health matters. Thank you so much. I will be brief because I recognize that time is short and I believe the Minister has to make it back to Parliament for question period. So I don't want to, they prepared a 15-minute speech for me, but I'm going to make it much shorter than that. Écoute, on behalf of the President, Nancy Hamzaoui, the President of the Public Health Agency of Canada, I'm pleased to be here to take place at this high-level roundtable on Black health. It really is an honor on behalf of the Public Health Agency to be present at this event. Premièrement, au Dr. Jude, Marie Cénat, et à toute l'équipe du Centre international pour la santé des Noirs et ses partenaires, merci infiniment d'avoir créé un espace qui va au-delà de la recherche des points sur la santé des Noirs au Canada. Although I wasn't here for this morning, the discussions that have happened this morning and will continue over the course of this roundtable are truly an important opportunity to share knowledge, experiences on pressing issues such as prevention, management, treatment of chronic disease, infectious disease, mental health, Black women's health, reproductive health, and research funding, all of which are items and issues that at the Public Health Agency of Canada we follow very, very carefully and closely. Donc, je suis convaincu que ces discussions contribueront à renforcer nos efforts collectifs pour mieux comprendre et attendre l'équité en matière de santé pour les diverses communautés noires au Canada. L'Agence de la santé publique du Canada reconnaît les défis importants et uniques auxquels font face les populations de race noire vivant au Canada. Nous reconnaissons en plus également leurs forces et leur leadership dans la recherche de solutions à ces défis. Just to say, addressing the significant and unique challenges faced by Black Canadians, and we heard it in the observations that were just read, including anti-Black racism and its significant impacts on mental health and beyond, remains one of our commitments of the agency. And I just will say that we'll be very, very interested, speaking on behalf of the agency, to follow very closely the discussion here. Donc, avec tout ça, j'arrête, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus important d'écouter la voix de notre ministre. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès pour cette table ronde. Et sans plus attendre, j'ai le grand plaisir de céder la parole et de vous présenter la ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, qui va nous dire quelques mots. Merci. Thank you. Thank you, Michael. What a pleasure to be here today. Vraiment, je suis tellement contente d'être ici. Vous pouvez vous imaginer, chaque fois que je me retrouve dans ce type de rencontre, je me sens à la maison. I would like to thank the Interdisciplinary Center for Black Health for bringing together stakeholders to advance health equity.
Our collective efforts are essential to creating a society where every person has the opportunity to thrive and where public health initiatives leave no one behind. Vous savez, quand je regarde la salle aujourd'hui, je me dis, c'est une réalité. Nous, les communautés noires, oui, on est résilients, mais on est surtout forts. Et la force de se mettre ensemble va nous permettre ensemble de soulever des montagnes. Alors, merci beaucoup pour cette initiative encore une fois. Parce que les communautés noires sont confrontées aux mêmes problèmes que la population en général, mais nous sommes touchés de manière disproportionnée par le racisme systémique, les préjugés, les inégalités économiques et sociales. Au fil du temps, ces expériences peuvent entraîner un stress chronique et des traumatismes qui ont des répercussions sur la santé physique et mentale. Elles peuvent également conduire à une détérioration de l'état de santé et à une méfiance à l'égard de notre système de santé. Health is shaped by the conditions in which people live, learn, work, and play from their neighborhoods we grow up in, to the schools we attend, to the opportunities we have to earn a stable income and to access safe housing, etc. Et même si notre société a fait beaucoup de progrès, parce que nous en avons fait, et même pour les communautés noires, même s'il en reste beaucoup à faire, je regarde le docteur Meji aujourd'hui, qui a déposé le projet sur l'anémie falciforme, sur la drépanocytose au Cénat. Bravo, docteur Meji, ça a passé le cap du Sénat. Le projet est actuellement à la Chambre, donc nous allons le suivre de près et nous allons nous croiser les doigts. Donc, nous avons fait des progrès, mais même si notre société a fait beaucoup de progrès, le racisme reste un facteur clé qui influence les résultats en matière de santé. Le racisme anti-noir, historique et persistant, affecte les Canadiennes et les Canadiens noirs à des niveaux personnels, institutionnels et sociétals, façonnant leurs expériences quotidiennes, leur accès aux soins, à l'éducation et aux possibilités économiques ainsi que leurs conditions sociales en général. Les répercussions ne sont pas seulement individuelles, elles se répercutent sur les familles, sur les communautés et s'étendent sur plusieurs générations. C'est pourquoi il est essentiel que tous les paliers de gouvernement et les organisations collaborent avec les communautés noires afin d'œuvrer pour une société plus équitable, notamment en matière d'accès aux soins de santé et aux programmes, services et aides en matière de santé mentale. Il y a justement un mois, avec mes homologues des provinces et des territoires à Calgary, je viens de rencontrer quelqu'un qui venait de Calgary, nous nous sommes réunis dans un état d'esprit d'une collaboration renouvelée et notre engagement commun à protéger notre système de santé et à obtenir des meilleurs résultats pour les Canadiens. Vous en faites partie. It's a team effort, and this is why the Government of Canada works with partners, including community organizations and researchers, to support culturally informed programs that address mental health and its social determinants for Black Canadians. Let me take a moment to share an example of two of some recent initiatives that I am especially proud of. As you know, the United Nations International Decade for People of African Descent ran from 2015 to 2024. The government of Canada was a little bit late, but endorsed this UN designation and extended until 2028, during which time the federal government will continue to promote equality and empower Black communities in Canada. And in 2018, after consultation with Black community leaders, academics, and practitioners who helped shape and drive this important work, the Public Health Agency of Canada launched
the Promoting Health Equity, Mental Health for Black Canadian Fund. Through the fund, the agency has partnered with community-based organizations, researchers, and others to develop culturally focused knowledge, capacity, and programs aimed at improving mental health in Black communities. For example, the University of Ottawa developed training called Becoming Anti-Racist, completed by over 100,000 people, and how to provide anti-racist mental health care taken by more than 10,000 mental health professionals. These training activities help professionals better understand the needs of Black communities and provide anti-racist care, creating long-lasting changes in knowledge and practice. Now I'm going to talk to you about my very important subject, youth mental health. Black Canadians face unique challenges that can affect their mental health. And Black youth, like many young people, are carrying heavy burdens. And while mental health support does exist, it can be difficult to access. Barriers include costs, racial or cultural bias, and a lack of culturally relevant care. This needs to improve. This is why, through the Youth Mental Health Fund, the Government of Canada is funding integrated youth services and community organizations to strengthen youth mental health care. At the Integrated Youth Services Hub, a young person can walk in and access a range of health, wellness, and social services all in one place without a referral from a healthcare provider and at no cost. These are safe spaces for youth where they can timely access help. Le modèle de ces services intégrés pour les jeunes, Aire ouverte au Québec, s'est rapidement développé au Canada depuis 2015. Il existe aujourd'hui plus de 110 centres dans 9 provinces et 50 autres sont en développement. Et nous allons continuer. Funding has also supported 2 community-based initiatives, including the Center for Resilience and Social Development, a Black-led organization. This organization will receive $2 million over 5 years to provide and enhance access to culturally responsive, trauma-informed mental health care to youth and their family in low-equity neighborhoods in Ottawa, including for Black, immigrant, refugee, and racialized youth aged 12 to 24. A mentally healthy youth population is essential to a strong, adaptable workforce and a secure future. That is why I am working very hard with my colleagues in the provinces and territories to ensure that everyone in this country has access to appropriate mental health support, no matter who they are or where they live. Le budget 2025 a également annoncé des investissements majeurs dans le domaine de la recherche. 1,7 milliard de dollars entre le ministère de l'Industrie et de l'Innovation et les instituts de recherche en santé du Canada. Ce sont des excellentes nouvelles pour nos chercheurs. Finally, before ending, I would like to take a moment to talk about childhood vaccination. Lundi, j'ai été participer à un événement qui avait été organisé par le Canadian Club sur la santé des enfants. Et lorsque les chiffres ont été présentés, j'ai un peu cligné des yeux quand j'ai vu les résultats de la vaccination qui étaient beaucoup plus bas dans les communautés noires. As you have likely heard, just last week, Canada lost its measles elimination status.
a status we have maintained since 1998. Losing elimination status is a sobering development and a difficult wake-up call. Exactly a month ago, with my counterparts with the provinces and territories, we reiterate that vaccines save life and healthcare costs. The science is clear. Immunization is our main tool to strengthen health security. But we need more action, including strategies to build trust through community engagement. And on this, I am strongly counting on your support. These examples demonstrate how all levels of government, organizations, and Black communities can work together toward a more equitable society. Parce que lorsque les communautés noires réussissent, nos communautés et notre économie prospèrent, et le Canada aussi. I want to thank all of you who are gathered here today for having undertaken an impressive amount of work over the past year. Engaging hundreds of stakeholders, bravo, across all sectors of Black communities from coast to coast to coast has resulted in the establishment of the Ottawa Declaration on Black Health. This declaration will help foster meaningful and ongoing dialogue and collaboration. I look forward to sharing it with my officials in my department, as well as my colleagues across the federal family, for review and consideration as we look to support the important work outlined in this document. Quand les Canadiens et les Canadiennes se donnent mutuellement les moyens d'agir, quand la communauté noire se met ensemble pour relever les défis qu'elle connaît, tout le monde y gagne et le Canada prospère. Together, with provinces and territories, we can continue to amplify Black voices and work to address the health inequities that affect Black communities across the country. Thank you. We have only 1 minute left before the minister leaves. Please, we're going to take a quick family photo. If you want to join us here, feel free to join the minister here for the family photo, please. I just want to say to this side of the room, I love you. Because I will not have time to go through your tables. I have to be in my seat in Parliament. Comme vous le savez, pendant que la ministre se retire pour ses obligations à la Chambre des communes, comme vous le savez, nous allons installer le dispositif pour la signature de la déclaration, le temps que l'honorable Marjorie Michel nous quitte donc dans cette salle, probablement pour d'autres exigences de la journée. Mais en ce qui nous concerne, je voudrais quand même donner la lecture des noms de quelques signataires de ce document et ils devront se retrouver sur la table rouge de l'autre côté parce que c'est là que va se dérouler la signature de la déclaration d'Ottawa. Donc les noms que j'ai sous les yeux rapidement, je pense que les premières personnes sont allées accompagner la ministre de la Santé, y compris le directeur du Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs. Et si je suis bien la liste, ça arrive à vous, Dr Beogo, être à côté de la table rouge pour la signature de la déclaration d'Ottawa. Dr Josephine, Etowa, qui est certainement allé accompagner le ministre. OK. We're supposed to sign the Ottawa Declaration? Yes. Dr Marie-Hélène Chaumienne. Dr Sodhi Singh. Dr Simpson. Dr Tia Collins. Emmanuel Bernheim.
Honorable Dr Marie-Françoise Mégy, Dr Mwali Muray, Mrs Suzanne Obiora, Dr Omisore Dryden, the document is not yet there, but it's supposed to be on that red table for the signature. Je pense qu'on va apporter le document d'un moment à l'autre pour la signature juste à côté.